Et on commence par un premier tour de l'information. La commission mixte paritaire a trouvé un compromis sur le budget. La ministre des Comptes publics et le ministre de l'Économie ont salué ce résultat positif. Le texte doit désormais être adopté par les deux chambres avec un probable 49-3 dès lundi à l'Assemblée nationale. Selon des sources parlementaires, peu de concessions ont été accordées au Parti socialiste. La menace d'une censure plane sur le gouvernement. La tombe de Jean-Marie Le Pen à la Trinité-sur-Mer a été dégradée. Croix et plaques renversées, marbre fendu. La famille Le Pen et le Rassemblement national sont sous le choc. Marie-Caroline Le Pen, la fille de Jean-Marie Le Pen, a vivement réagi sur X. Pas de mots, dit-elle, pour qualifier les individus qui s'attaquent à ce qu'il y a de plus sacré. Ceux qui s'attaquent aux morts sont capables du pire contre les vivants, a-t-elle écrit. La vasque olympique sera de retour dans Paris chaque été jusqu'en 2028. C'est une annonce effectuée par Emmanuel Macron. Avec son ballon d'hélium de 30 mètres de haut, le symbole des JO de Paris reprendra sa place jusqu'aux Jeux de Los Angeles. Enfin, Ofer Calderon, otage franco-israélien, est sur la liste, je vous le disais, des otages libérables demain. Une bonne nouvelle pour la famille et pour la France, sans nouvelle de son ressortissant depuis le 7 octobre dernier. Autre otage qui devrait retrouver Israël demain, Yarden Bibas, âgé de 35 ans, capturé avec sa femme et ses deux enfants. Il sortira seul de la bande de Gaza. Le dernier est l'américano-israélien Keith Siegel, 65 ans. Enfin, ayons une pensée pour Ouad, autre franco-israélien toujours détenu aux mains des terroristes du Hamas. Nous souhaitons évidemment sa libération prochaine et pensons à ses proches. Bonsoir François-Noël Buffet. Merci d'avoir accepté notre invitation est de répondre à nos questions avec notre ami Gauthier Lebret. Bonsoir Thierry, bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Monsieur le Ministre, je l'évoquais, la tombe de Jean-Marie Le Pen a été fortement endommagée. Première réaction du ministre que vous êtes. Ma première réaction est une réaction de honte et je trouve ça scandaleux. Enfin, il est inadmissible, quel que soit ce que l'on pense des personnes, des idées politiques, qu'au moment où cette personne a quitté notre terre, on aille encore dégrader sa tombe, la profaner. Enfin, je trouve ça mais vraiment scandaleux, honteux. Et j'espère, je le souhaite, je ne sais pas si on pourra identifier ceux qui sont les auteurs de ces faits, mais tout de même, nous vivons, enfin on espère en tous les cas vivre dans un pays où le respect est encore présent, et singulièrement le respect de nos morts, quels qu'ils soient d'ailleurs. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes surpris ce soir par ce qui s'est produit quand on a vu la façon dont la mort de Jean-Marie Le Pen a été célébrée à coups de champagne, de joie Je suis surpris dans le mauvais sens du terme. Je ne pensais pas que cela pouvait être possible et que l'on puisse se rassembler, notamment place de la République, sauf erreur de ma part. Exactement, c'est à cela que je fais référence. Pour sabrer le champagne, faire la fête, c'est tout à fait honteux. Je veux dire, ceux qui font cela, je serais curieux de connaître leur attitude si on faisait la même chose à l'encontre de ceux qui le soutiennent après un décès. Enfin, franchement, c'est vraiment intolérable. Et c'est le signe aussi que, pas tout le monde naturellement, mais qu'une partie de ceux qui vivent sur notre territoire, qui sont engagés politiquement, vraiment ne respectent plus rien. C'est dire les risques que nous encourons collectivement si jamais ces types de comportements devaient prospérer. Alors Bruno Retailleau a immédiatement réagi, qualifiant l'acte d'abject. Il n'y a pas de réaction, je pense, à la gouverne de Gauthier Lebret, d'Emmanuel Macron, encore au moment où on se parle. Non. Je crois qu'à ce moment, je n'ai pas connaissance de celle-ci. Non, pas pour le moment. Gauthier. Est-ce que vous voyez, Monsieur le Ministre, un continuum entre ceux qui ont bu du champagne place de la République, qui ont appelé parfois au meurtre de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, et la dégradation de cette tombe? Est-ce que ça dit quelque chose de l'ambiance dans laquelle on est, d'une forme de décivilisation? Alors, je ne sais pas s'il y a un continuum, encore faudrait-il qu'on puisse le prouver, donc soyons prudents. Ce qui est certain, c'est qu'en tous les cas, dans la façon de manifester des idées ou des actes, oui, c'est la même violence en réalité. C'est la même violence. C'est une violence de joie pour célébrer le décès d'un homme. Et là, c'est la destruction de sa tombe pour marquer le fait qu'on était en désaccord avec lui et qu'à la limite, on est presque content qu'il soit là où il est. Donc, sur le fond, je pense que c'est animé par la même chose. Faut-il s'inquiéter? Oui, la réponse, oui, il faut s'inquiéter. Parce qu'on ne peut pas, dans la société que nous souhaitons, les uns et les autres, indépendamment de ce que nous pensons, une fois de plus,
se comporter de telle sorte. Il y a un vrai... C'est un sujet grave, en fait. On ne peut pas prendre ce sujet un peu à la légère. C'est un sujet très grave. L'actualité politique, Monsieur le ministre, c'est cette commission mixte paritaire qui a réuni donc 7 sénateurs et 7 députés et qui a débouché donc à la mi-journée sur un compromis sur le budget. Le dénouement était plutôt prévisible, mais maintenant, que va-t-il se passer? Le dénouement était plutôt prévisible, oui, parce que, pour être tout à fait honnête, le socle avait la majorité au sein de cette commission mixte paritaire. Néanmoins, il y avait quand même des travaux à mener. On ne connaît pas tout à fait le détail, mais ce dont on est certain, c'est qu'il était trouvé un équilibre au sein du socle pour pouvoir avoir un budget pour la France. Maintenant, la question est de savoir ce qui va se passer dans le vote des conclusions de la dite CMP à l'Assemblée nationale lundi. Gauthier Lebret. Cette commission mixte paritaire prévoit la baisse du budget de l'aide médicale d'État de 100 millions d'euros. On sait que le ministre avec lequel vous travaillez, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, veut la suppression de l'AME pour en faire une aide médicale d'urgence. Est-ce que vous allez le faire ou est-ce que vous serez empêché par ce socle commun, justement? Ça fait de nombreuses années qu'avec le ministre d'État, dans d'autres fonctions, dans une autre assemblée, nous avons défendu l'idée qu'il fallait se substituer à l'aide médicale d'État une aide médicale d'urgence. La question n'est pas de soigner, naturellement, que lorsqu'une personne a une maladie grave ou un risque vital, on la soigne, mais que l'on puisse réviser le panier de soins. Ce panier de soins, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui va le faire, c'est le ministre de la Santé qui le préparera. Cette baisse, même si elle n'est pas tout à fait ce qui était souhaité... 100 millions sur 1,2 milliard. Hein. Oui, même si elle n'est pas tout à fait souhaitée, malgré tout, on peut considérer que c'est quand même un marqueur. Il faut quand même le dire, il y a une baisse. Maintenant, l'enjeu et l'urgence du moment, c'est de définir le panier de soins qui constituera l'aide médicale d'urgence et, s'il est possible... de trouver un chemin législatif, il faudra le faire. Bien sûr, je pense que c'est nécessaire. Et vous pensez que vous aurez les troupes pour le faire à l'Assemblée nationale? Écoutez, en toute hypothèse, il faut essayer. Voilà. Et je pense qu'on ne peut pas renoncer par avance. Il faut essayer de mener ce combat. Une fois de plus, il faut redire, mais très sereinement, qu'il n'est pas question de ne pas soigner les risques, les maladies graves ou les risques vitaux, mais il est question de limiter le panier de soins, parce qu'il ne peut pas y avoir d'abus. Le rapport Stefanini-Evin l'avait pointé, en disant la suppression totale n'est pas évidemment la solution. En revanche, son adaptation est une piste qu'il faut travailler. Ça fait partie des sujets sur lesquels on pourra essayer d'avancer, bien sûr. Ce soir, François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, est l'invité sur Europe 1 et sur CNews. On va parler de la polémique de la semaine. Vous voyez où je veux en venir, monsieur le ministre. Le sentiment de submersion migratoire. Monsieur le ministre, est-ce que c'est un sentiment ou une réalité? Est-ce que monsieur Bayrou a eu raison de prononcer cette phrase qui fait couler beaucoup d'encre? Ma conviction profonde, c'est que ce n'est pas en tous les cas une réalité, si on regarde les choses très clairement, sauf à Mayotte. Et il faisait référence à Mayotte. Mayotte, c'est 300 000 habitants. Pas seulement, il a parlé d'autres parties du territoire. 50% des habitants de Mayotte sont étrangers, et sur cette moitié, ils sont en situation irrégulière. Vous avez véritablement cette situation à Mayotte, on n'est pas les seuls à le dire. Ensuite, le Premier ministre s'est expliqué. Il s'est expliqué clairement devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat sur ce sujet-là. Moi, je crois qu'il faut poser la question, ou en tous les cas le problème, bien différemment, avec une politique migratoire qui soit une politique globale, vraiment. Tous les sujets comptent, en réalité. Il faut avoir une tolérance zéro sur l'immigration irrégulière, c'est ce que nous faisons avec Bruno Retailleau. Mais il faut en parallèle, et j'insiste là-dessus, travailler sur l'immigration régulière. Il faut la réduire considérablement, car nous n'avons pas aujourd'hui le niveau d'intégration nécessaire et les conditions même de cette intégration. Donc il faut la réduire, et en la réduisant, il faut faire un choix. Le choix, en ce qui me concerne, d'une immigration économique qualifiée, je dis bien qualifiée, je m'appuie sur un rapport de l'OCDE qui date d'il y a à peu près 3-4 ans, qui est très clair sur la comparaison des politiques migratoires, des migrations à l'échelle européenne, et travailler sur l'intégration. L'intégration, c'est le respect des valeurs de la République, et c'est évidemment l'apprentissage de la langue, et ça fait de ces conditions des conditions absolument substantielles à la validité d'un titre de séjour. Parce que si vous n'avez pas tout ça ensemble, ça ne peut pas marcher, et nos concitoyens considéreront qu'on ne fait rien et que la situation se dégrade, et tiendront peut-être pour certains d'entre eux, mais beaucoup d'entre eux, les propos qui ont été évoqués. Gauthier Lebret. Vous venez de dire que la submersion migratoire n'est pas une réalité, sauf à Mayotte. Comment vous expliquez alors que c'est une réalité pour 7 Français sur 10? De nombreux sondages l'ont montré cette semaine, et même un électeur sur 2 au Parti socialiste. Attendez, monsieur,
je peux comprendre ce que pensent un certain nombre de nos compatriotes. Très majoritaire. Mais ensuite, bien sûr, il y a la réalité des faits eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on regarde scientifiquement les choses, on ne peut pas considérer que ce soit le cas. Donc, en revanche, je ne dis pas que ça ne constitue pas sur le fond une difficulté, mais nous avons besoin d'une politique migratoire qui soit claire, avec une ligne politique qui soit claire et avec une fermeté renforcée. Il faudra les outils juridiques pour la compléter, pour lutter contre l'immigration clandestine et réduire Donc les l'immigration Français se régulière. trompent. Les Français. J'ai pas dit qu'ils se trompaient, mais vous savez, j'ai pas dit la mauvaise analyse. Pas du tout. J'ai pas dit qu'ils se trompaient. Je dis que je pouvais comprendre que dans certains secteurs, on ait ce sentiment-là, que parfois, peut-être, ça pouvait correspondre à des réalités, mais singulièrement mahoraises. Mais je dis que ça ne veut pas dire pour autant que la solution, parce que l'enjeu est moins le constat aujourd'hui que la solution, il faut passer par une politique migratoire extrêmement ferme et extrêmement claire, et notamment à l'égard de ceux qui veulent venir sur notre territoire. François-Noël Buffet, on va parler de Mayotte très, très rapidement. Votre successeur a notamment déclaré que l'émigration nécrosait Mayotte. Ce qui est la vérité. Et c'est un constat qu'on a fait depuis bien longtemps. Moi, j'ai été rapporteur d'une commission d'enquête sur l'immigration clandestine en 2006 au Sénat. Et je suis allé à Mayotte et on l'a constaté déjà à cette époque. On peut même dire que la situation s'est dégradée depuis. Donc, c'est une réalité. Et la réponse qu'on devra apporter à nos compatriotes mahorais, c'est une réponse qui est multiple une fois de plus. Beaucoup de fermeté sur l'immigration irrégulière et un projet de développement pour les Mahorais et pour Mayotte. Un mot, Gauthier Lebret. Monsieur le ministre, sur l'Algérie. Oui. L'Algérie défie la France tous les jours. Oui. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, demande au président de prendre la parole depuis un certain temps. Le président ne le fait pas. Comment vous analysez le silence du président et est-ce que vous le regrettez puisque c'est son domaine réservé et c'est lui qui pourrait prendre des mesures de rétorsion? Je pense que le traitement de nos relations avec l'Algérie doit porter sur plusieurs volets et qu'effectivement, il doit être porté au plus haut niveau de l'État, au niveau du Premier ministre, car ça impacte évidemment notre politique étrangère. Et je crois que la meilleure attitude à avoir est une attitude de fermeté. Voilà. Il faut dire ce que l'on veut, enfin dire clairement les choses et être ferme et tenir les décisions que l'on sera amené à prendre. Elles sont multiples, mais c'est vrai pour l'Algérie, c'est vrai avec tous les pays sources en matière d'immigration. On ne pourra pas Là, on a continuer. franchi un certain cap de J'entends tension bien, avec non, Alger. mais je comprends bien la différence d'intensité des relations. Aujourd'hui, on a une tension très très forte avec le gouvernement algérien, mais à nous de dire très sereinement, très calmement, ce que nous allons décider, ce que nous allons faire. Ça doit être porté effectivement au plus haut niveau parce que c'est un sujet de relations internationales, c'est un sujet qui est multifactoriel aussi, mais dans ces conditions-là, mais il faut avoir le courage, il faut le mener, vraiment. François-Noël Buffet, avant de parler avec vous des inondations, je voulais vous faire écouter un reportage de Sandrine Prioul pour Europe 1. Elle s'est rendue auprès des sinistrés Rieux dans le Morbihan. C'est tout à côté de Redon et on vous fait réagir avec Gauthier Lebret juste après. Une presqu'île. Les voilà cernés de l'eau de tous bords et à perte de vue sur cette zone industrielle qui fait face à Redon, mais en est totalement coupée. Avant, quand on travaillait à la haute inondation, il y avait les camions militaires qui nous emmenaient. Que là, il n'y a rien, ils n'ont rien prévu. Ici, le concessionnaire, les magasins de meubles, la boulangerie semblent flotter. Une vingtaine d'entreprises ont baissé le rideau. Pas facile à gérer pour ce patron d'une usine d'escalier aux 60 salariés. Toute la zone, il n'y a plus grandes entreprises qui travaillent. Il y a de l'eau qui arrive un petit peu dans l'usine. Pour l'instant, ça va encore. Par contre, on a mis tous nos salariés à rentrer chez eux. Des salariés en repos forcé qui ne reprendront probablement pas le travail avant une semaine, tant la décrue s'annonce longue et les déplacements totalement impossibles. Rieux, dans la campagne de Redon, Sandrine Prioul, Europe 1. Monsieur le ministre, que fait-on pour mieux accompagner ces sinistrés dans la région de Redon, mais pas que d'ailleurs, en Ille-et-Vilaine et plus largement? J'étais à Rennes dès mardi. La situation de Rennes est catastrophique. Bien sûr. Et on savait que la situation de Redon serait extrêmement compliquée sur cette fin de semaine. L'ensemble des services de secours et de sécurité civile sont mobilisés, les locaux comme les nationaux. Il y a eu des renforts qui ont été apportés, bien évidemment. La chance a voulu que jusqu'à maintenant, nous n'ayons pas à déplorer de victimes, bien sûr. En revanche, que faut-il faire ? Eh bien, il faut se préparer à ce que des événements de telle nature, compte tenu de l'évolution du climat, reviennent plus souvent. Donc, ça veut dire qu'il faut impérativement mettre en place des règles, des dispositifs qui permettent de réagir. On ne pourra jamais empêcher que l'eau arrive, malheureusement. Il y a eu beaucoup de pluie et les terrains sont gorgés d'eau.
c'est une question d'urbanisme préventif, c'est une question de capacité à réagir extrêmement vite, de matériel, de sensibilisation des populations. Mais je vois que dans la circonstance actuelle, en Ille-et-Vilaine notamment, les plans de sécurité des communes ont été parfaitement respectés, que tout ça s'est plutôt bien passé, que l'épisode, pénible soit-il, est un épisode qui pour l'instant est traité. C'est très difficile pour les populations, soyons bien clairs. Mais ce soir, on amorce la décrue. Elle va être longue parce que cette rivière a un rythme qui est long, mais bien évidemment. Mais que faut-il faire? C'est se préparer, anticiper en permanence. Il n'y a que ça à faire. Dernière question de Gauthier Lebret avant de vous libérer. Elle concerne les déclarations de Mme Binet contre les patrons. Oui, Monsieur le ministre, Bernard Arnault a regretté la hausse des impôts sur les entreprises. Et Sophie Binet, la patronne de la CGT, a déclaré ce matin, je la cite, les rats quittent le navire. Alors, deux questions. Est-ce une erreur d'augmenter les impôts sur les entreprises face à un Trump qui veut être de plus en plus compétitif, rendre son pays très attractif? Et comment jugez-vous les propos de la patronne de la CGT? D'abord, je pense que trop d'impôts tue l'impôt. Et que la priorité qui est la nôtre est une priorité de relance économique. Nous avons besoin de création de richesse. On est bien heureux d'avoir des gens comme M. Arnault qui développent, qui donnent de l'emploi à l'ensemble de nos compatriotes, qui créent de la richesse et qui par ailleurs rayonnent dans le monde. Premier point. Quant à Mme Binet, mais c'est pitoyable. Parce que la CGT, pendant des années, il faut peut-être le rappeler, a quand même contribué à tuer un certain nombre d'entreprises dans ce pays, justement avec des comportements de cette nature. Ce qui devient grave, c'est les termes du propos qui sont tenus. Mais aujourd'hui, tout est permis. On peut tout dire, n'importe quel propos, dès lors qu'il fera la une de la presse, qu'il sera méchant, voire agressif, est bienvenu. Mais non, franchement, c'est scandaleux. Mme Binet ferait bien de revoir ses propos, c'est le cas de le dire, et de considérer que le monde de l'entreprise, je ne dis pas que c'est une généralité, mais le monde de l'entreprise et la majorité de nos entrepreneurs sont là pour faire vivre la France et probablement donner du travail à ses propres adhérents. Donc je pense qu'elle fera bien de faire attention. Merci beaucoup François-Noël Buffet qui était notre invité, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Merci pour être passé nous voir ce soir dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On marque une pause et on se retrouve et on poursuit nos débats. Vous restez avec moi, Gauthier Lebret. Je suis à votre disposition, vous le savez. Jusqu'à 19h. Absolument. Merci Monsieur le Ministre.